Il faut qu'on se dise la vérité. Félix Tshisekedi est un président par accident. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire Félix Tshisekedi n'a même pas gagné les élections pour être président. Écoutez, mais laissez-moi, monsieur Christian. Il y a eu un verdict des urnes. Monsieur Christian. Et puis il a été proclamé président par la Cour constitutionnelle. Monsieur Christian, Félix Tshisekedi n'a même pas gagné l'élection pour être président de l'UDPS après la mort de son père. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu imposition, il y a eu usurpation, il est devenu président de l'UDPS. Cette Kikouni, vous essuyez très souvent des critiques. Il y a de ceux qui pensent que vos candidatures au sommet de l'État sont fantaisistes, d'autant plus que vous cherchez à faire du buzz, vous voulez que le média parle de vous en jetant le $100 000 de caution présidentielle à la CENI. Et avec toutes ces observations, je suis même tenté de vous demander si vous pesez combien en politique et si vous avez réellement un ancrage. Bon, déjà, il y a plusieurs façons de se faire connaître. Je crois que si vous avez un peu d'argent, vous n'avez même pas besoin de 100 000. Je crois qu'avec $10 000 déjà, vous pouvez vous faire chanter par les meilleurs musiciens de ce pays et vous serez connu. Vous pouvez utiliser cet argent-là auprès des artistes et comédiens qui vont citer votre nom à gauche à droite, vous serez connu. La politique, ce n'est pas un jeu pour des gens comme nous. Parce que je suis à la base un entrepreneur, mais aussi un ancien enseignant en sciences politiques et relations internationales. Si nous avons décidé de nous engager sur cette voie, si nous avons décidé de nous sacrifier, c'est parce que nous avons un projet, une vision pour transformer ce pays. Et depuis 2018, depuis que nous nous sommes lancés dans la scène politique, nous avons contribué énormément en termes d'idées. Nous avons inspiré plusieurs jeunes. Nous avons constitué une base solide de personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui croient en nous. Donc voilà, candidature fantaisiste, je pense que c'est une insulte aux centaines de milliers de jeunes Congolais qui croient en nous, qui font partie de notre parti politique et puis qui nous plébiscitent tous les jours pour que nous puissions être le candidat, mieux leur candidat, les candidats qui fera entrer définitivement la République démocratique du Congo dans le 21e siècle, parce que nous sommes dans le 21e siècle et malheureusement nous vivons comme si nous étions encore au 19e siècle. On débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'UDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débrief, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débrief avec Christian Moses Massunga. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ces premiers numéros de la semaine de votre émission On débrief. On débrief de ce jour est une tranche spéciale parce que nous recevons un seul invité. Votre émission de débat va aujourd'hui recevoir un seul invité, comme je l'ai dit. Une émission réalisée et mise en onde par Berlin Tempo sous la coordination et la supervision de Simon Kabamba. Il était candidat à la présidentielle de 2018 et avait concouru avec Félix Tshisekedi, Emmanuel Shadari, Martin Fayulu et les autres. Et puisqu'il aspire bien entendu à se propulser à l'avant-scène politique et à occuper le pouvoir, sa défaite au dernier scrutin n'a visiblement pas ébranlé ses ambitions politiques. Il revient à la charge en 2023 avec un parti politique qu'il a nouvellement créé,
un parti de l'opposition. Il est prétendant candidat à la présidentielle candidat président de la République, disais-je, aux élections de décembre prochain. Quelle est sa vision politique sur l'avenir de la RDC? Avec lui, on va parler bien évidemment du déroulement du processus électoral, de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais également de perspectives socio-économiques du pays. Seth Kikouni, bonjour et bienvenue dans Débrief. Bonjour, monsieur Christian Moses. Ok. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. Vous êtes le bienvenu à la RTGA. Merci pour l'invitation et j'espère que nous allons passer un bon moment. Un bon moment d'entretien. Alors, si vous voulez participer à cette émission et si vous voulez bien poser des questions à l'invité, écrivez-nous sur notre standard. Écrivez-nous au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, dans 4 mois, les Congolais iront aux urnes pour élire les nouveaux présidents de la République ainsi que leurs représentants au Parlement, aussi bien au niveau national que provincial. Le 20 décembre, date fatidique pour les élections générales, approche à grands pas et les compétiteurs affûtent déjà leurs armes. Et pour ces échéances électorales, donc, ils affûtent déjà leurs armes et les états-majors de leur formation politique s'est mobilisent déjà. Seth Kikouni, Piste pour l'émergence, c'est le nom de votre parti créé cette année, en 2023. Dites-nous, vous en êtes président national ou autorité morale, un peu comme plusieurs responsables de formation politique? Président national, nous sommes un parti ordinaire qui fait de son mieux pour valoriser d'abord les principes démocratiques. Donc, Seth Kikouni est président national du parti Piste pour l'émergence qui, au-delà d'être un parti politique, c'est aussi un réseau qui réunit plusieurs citoyens congolais de presque toutes les provinces, un réseau qui a vu le jour bien avant l'installation du parti, un réseau qui travaille tous les jours pour transformer la République démocratique du Congo et permettre à ces populations d'atteindre le niveau de bien-être matériel qu'ils rêvent et qu'ils envisagent. Et généralement, la majorité de formations politiques naissent dans le pouvoir, dans le but d'avoir une existence politique aussi considérable, d'autant plus que ce sont les intérêts qui comptent en politique. Mais vous avez créé un parti qui œuvre au sein de l'opposition. Quelle a été la motivation? Nous voulons nous battre parce que nous nous sommes dit au départ que nous ne vivons pas dans un pays normal. Et malgré toutes les potentialités, toutes les richesses dotées par la nature, nous n'arrivons toujours pas à nous en sortir. Alors, nous nous sommes d'abord dit, en tant que parti, avec bien sûr tous les amis, qu'il nous faut fournir beaucoup d'efforts, il nous faut travailler. Parce que nous vivons dans un espace géographique entouré de pays qui ne sont pas développés. Mais la République démocratique du Congo, de par ses ressources naturelles, est un pays extraordinaire. Nous devons d'abord envisager comment est-ce que nous devenons ou encore nous intériorisons ce fait d'être un pays extraordinaire au milieu des États ordinaires. Pour cela, il faut se battre. Pour cela, il faut dire à tout le monde que voilà, nous vivons constamment dans la menace, parce que la menace, elle n'est pas seulement sécuritaire, vous le savez. La menace, elle est régionale, elle est internationale, elle est morale. On est exposé à la menace à tout point de vue. Le pouvoir, c'est la facilité. L'opposition, c'est les combats, c'est le défi. Donc, nous voulons challenger tout le monde. Nous voulons nous battre pour avoir ce pouvoir-là et transformer la République démocratique du Congo. Et en plus de votre candidature annoncée à la présidentielle, est-ce que votre parti a d'ores et déjà aligné d'autres candidats dans différents niveaux? Je parle notamment aux législatives nationales et provinciales. Pourquoi pas aussi dans les conseillers, pourquoi pas les conseillers communaux?
Nous avons déjà constitué nos listes, d'abord pour les élections législatives nationales, provinciales aussi, et jusqu'au niveau communal, mais seulement nous n'avons pas encore déposé ces candidatures parce que nous faisons partie de ces groupes d'opposants qui exigent de la CENI un audit externe sérieux. Sans cet audit-là, nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures parce que nous estimons quand même que les élections est une affaire assez sérieuse. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Ce n'est quand même pas normal que nous puissions aborder cette question des élections avec beaucoup de légèreté. Voilà. Et avant de nous atteler sur cette question du refus, de boycott du processus électoral, j'aimerais que vous répondiez d'abord à cette question que d'aucuns se posent. Vous avez compéti aux dernières élections. Alors, quelles leçons vous en tirez justement? Car la fois dernière, il y avait la machine à voter qui avait fait l'objet du débat, qui a été contestée par l'opposition. Et cette fois-ci, c'est l'audit du fichier électoral que vous demandez à la CENI, l'audit du fichier électoral qui ne vous est, disons, qui ne vous est pas aussi accordé par Denis Kadima, qui n'a pas voulu accéder à votre demande. Et, par rapport aux élections passées, quelles leçons vous en tirez d'abord? Déjà, nous avons compris que ce n'est pas une bonne idée de faire confiance aux gens, aux personnes animées de mauvaise foi. Les organisateurs des élections de 2018, les organisateurs des élections de 2011 et 2006 étaient des personnes animées de mauvaise foi. Nous avons fait preuve de bonne foi et les résultats nous ont démontré que c'était une erreur de leur faire confiance. C'est pourquoi cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous irons jusqu'au bout de nos revendications parce que comprenez que les élections, comme je l'ai dit, c'est une affaire sérieuse. Nous allons parler des chiffres tout à l'heure lorsque nous allons aborder la question des élections de 2023. Ce que nous avons appris est que nous avons besoin de bonnes élections. Le problème de légitimité, aussi longtemps qu'il se posera dans notre scène politique, nous allons constamment retarder le développement de notre pays. Donc nous sommes dans l'obligation de tout faire pour obtenir les bonnes élections et nous concentrer sur la construction de notre pays. On vous a vu dernièrement aux côtés de 4 leaders de l'opposition, vos collègues de l'opposition, qui sont à 4 signataires de la déclaration de Lubumbashi. Je cite notamment Martin Fayulu, Délice Sanga, je vais parler de Moïse Katumbi, mais également de Matata Pogno, qui avaient, lors de leur dernière manifestation, comme je l'ai dit, ils exigeaient à la CENI, ils avaient effectué un sit-in devant la CENI pour exiger l'audit du fichier électoral. Et est-ce que vous leur accompagnez aussi dans leur action que le pouvoir considère comme blocage du processus électoral? Il ne s'agit pas d'un blocage. Comprenez d'abord que lorsque nous avions décidé de nous mettre ensemble avec tous les autres membres de l'opposition, notre but était d'obtenir de bonnes élections. Par bonnes élections, nous entendons l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Il y avait des préalables et comprenez que les revendications que nous avons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé à revendiquer il y a 3 ans, 4 ans, les revendications ont commencé avec la désignation ou encore l'élection de Kadima à la tête de la CENI. Donc nous avons décidé de mener ces combats-là avec les autres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 2 avec Martin Fayulu parce que les autres ont décidé de déposer leur candidature. Mais comprenez aussi que avant qu'ils ne nous rejoignent à l'opposition, nous étions aussi à 2. On n'était pas nombreux. Donc ils étaient venus, ils sont partis parce que peut-être qu'ils n'étaient pas convaincus de l'essence même du combat que nous sommes en train de mener. Voilà, nous continuons parce que nous faisons une politique basée sur les principes et les valeurs. Donc nous continuons notre combat et puis voilà.
Est-ce que ce manque de coordination des actions au sein de votre regroupement, un regroupement pas officiellement, mais cela ne fragilise pas l'opposition puisqu'on dit une opposition dispersée fait les lits du pouvoir? Au contraire, parce qu'il n'a jamais été question de travailler dans le sens d'avoir une candidature commune. Vous n'en êtes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là parce que nous sommes très convaincus que si les élections sont organisées de la meilleure manière, tous les candidats de l'opposition peuvent battre Félix Tshisekedi. Cela veut dire que si il y a 5 candidats présidents de la République et que Félix Tshisekedi fait partie de ces 5 candidats, il peut finir 5e. Donc le plus important, c'est l'obtention des bonnes élections. C'est pourquoi nous nous battons pour ces élections-là. Il n'a jamais été question de discuter autour d'une candidature commune. Nous ne l'avons pas encore fait. Peut-être dans le futur, si nous décidons aussi de déposer une candidature, parce que déjà, nous n'avons pas fait, mais il n'a jamais été question de la candidature commune au sein de l'opposition. Les cycles électoraux en cours, un peu comme le précédent, est caractérisé par un bras de fer entre parties prenantes. L'on constate que l'opposition est vent debout. Depuis le début du processus, elle va de contestation en contestation, depuis la composition du bureau de la CENI, passant par la publication du calendrier électoral, jusqu'à l'audit du fichier, l'audit du fichier électoral, et voire jusqu'à la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Est-ce que votre parti s'inscrit également dans cette logique des négations totales ou de refus? Votre parti piste pour l'émergence. Bon, écoutez, je sais que beaucoup de gens ont tendance aujourd'hui à condamner l'opposition. Nous ne sommes pas en train de bloquer le processus électoral. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut que tout le monde comprenne, tous nos concitoyens, que les élections, c'est quand même 500 millions de dollars qu'on investit pour renouveler la classe politique, pour accorder la confiance aux nouveaux dirigeants. Ce n'est pas une petite somme. Renoncer à 500 millions de dollars, c'est en même temps renoncer à plus de 1000 km de route, c'est en même temps renoncer à plus de 50 hôpitaux de référence de la taille de Mamayemo, c'est en même temps renoncer à plus de 150 universités modernes, c'est en même temps renoncer à la création de plus de 500 entreprises capables de créer plus de 125 000 emplois. Vous comprenez? Donc on ne peut pas entrer dans un processus où la confiance n'existe pas. Le plus grand ennemi du procès électoral, c'est la méfiance. Et il y a méfiance, nous avons dit non, nous voulons un audit, nous voulons contrôler, nous voulons être sûrs qu'il n'y aura pas de tricherie comme dans les 3 autres cycles que nous avons connus. Nous voulons qu'il n'y ait pas contestation parce que nos revendications sont fondées. C'est tout à fait normal que la CENI puisse faire auditer son fichier. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu pendant le processus d'enrôlement? Nous avons vu des machines dans des maisons des individus. Déjà, ça pose problème. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la CENI refuse cet audit-là. Parce qu'il est simplement question pour lui de nous dire de nous prouver que voilà, il est dans les bons. Malheureusement, ce qui se passe est que plus nous insistons, plus la CENI nous démontre qu'il a des choses à cacher. Récemment, nous avons vu l'église protestante et l'église catholique, la SENCO, supplier à travers une lettre la CENI sur l'organisation d'un audit citoyen externe avec des experts indépendants, mais la CENI a quand même rejeté cette offre avec une sortie très ratée du vice-président de la CENI en la personne de Didi Manara, qui a parlé comme un membre de l'Union sacrée et qui a oublié que depuis tous ces temps, il se réclame être le représentant de l'opposition au sein de la CENI, qui accuse nommément l'opposition et la SENCO de rouler pour l'opposition. Absolument. La SENCO, les confessions religieuses sont considérées comme étant
proche de l'opposition et elle jouerait les confessions religieuses, le jeu de l'opposition. Non mais écoutez, nous sommes en train de revendiquer. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que la CENI se comporte comme le pouvoir et chaque fois que nous demandons des choses à la CENI, c'est l'union sacrée qui vient à sa rescousse. Il y a cette confusion-là. Deuxième chose, nous voulons simplement des bonnes élections. Je pense que le jeu démocratique est un couteau à double tranchant. Ça peut blesser tout le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des dépôts des candidatures. L'Union sacrée réclame quand même avoir déposé à elle seule plus de 20 000 candidatures. Nous autres, nous n'avons que 500 à 1000 candidatures. Comment est-ce que 26 000 personnes peuvent avoir peur de gens qui n'ont que 1000 candidatures? Cela veut dire que ils ont des choses à cacher. Vous dites que vous avez déposé environ 1000, vous qui? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas remis vos listes. Non, mais il y a piste, nous avons nos listes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit si la CENI accepte de faire l'audit, pas si elle fait l'audit, si elle accepte que l'audit se fera avant les élections, nous allons déposer nos candidatures le jour suivant. Nous lui avons dit ça. Mais la CENI n'a même pas accepté cette offre-là. Nous avons nos listes et nos listes sont prêtes. Si elle accepte, elle nous promet que cet audit-là se fera. Demain, nous allons déposer nos candidatures. Nous avons nos listes. Et à ces listes, il y a plusieurs partis dans l'opposition qui n'ont pas déposé. Il y a plus de 15-20 partis qui n'ont pas décidé, qui ont décidé de ne pas déposer parce qu'ils ont des revendications comme les nôtres. Donc voilà, il y a plusieurs partis qui ne l'ont pas fait. Vous venez de le dire tout à l'heure que plusieurs millions ont été alloués à l'organisation des élections. Voilà même la raison. Même que la CENI refuse de faire marche arrière parce que les élections, le processus demeure jusqu'ici irréversible et toutes vos revendications paraissent aux yeux de la CENI comme étant des écueils qui tendent à retarder les élections. Et ici, il faut retarder les élections. Vous ne voyez pas que c'est les temps d'abord que nous perdons, mais également tout cet argent investi partiront comme ça? Il n'y aura retard que si l'on découvre dans ces fichiers des irrégularités. Alors, si la CENI est convaincue qu'il y aura retard, cela veut dire aussi que la CENI est convaincue qu'il y a des irrégularités dans son fichier. On utilise généralement cette métaphore, les trains en marche. Alors, Monsieur Christian, lorsque les trains sont en marche, c'est possible pour un contrôleur de vérifier les billets sans que le train ne s'arrête. Nous ne demandons pas à la CENI d'arrêter la machine. Nous voulons tout simplement contrôler le fichier. Ça peut se faire parallèlement avec le déroulement des autres opérations parce que le fichier, c'est quand même quelque chose d'important. Nous savons que l'enrôlement n'a pas été fait à Djougou, il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, à Rutshuru, à Kwamut, on n'a enrôlé que 6 personnes. Ensuite, nous avons vu des machines qui prouvent que certainement il y a des personnes fictives qui existent dans ces fichiers-là. Nous voulons tout simplement contrôler. En plus de cela, qu'est-ce que Kadima nous a dit après l'enrôlement? Qu'il avait fait venir ses amis qui ont audité ces fichiers-là en 48 heures. Pas ses amis, ce sont les experts internationaux. Nous les considérons comme ses amis parce qu'il ne veut pas que d'autres experts indépendants puissent auditer ces fichiers-là. S'ils l'ont fait en 48 heures, cela veut dire que si nous décidons de le faire aujourd'hui, ça nous prendra 48 heures ou 72 heures. Alors pourquoi ils ont peur? La machine ne va pas s'arrêter. Et j'insiste et je répète, qu'est-ce que nous avons dit à la CENI? Que s'ils acceptent qu'ils feront cet audit-là, nous allons déposer notre candidature. Nous n'allons pas arrêter la machine. On va déposer les candidatures jusqu'à ce que l'audit soit fait. Mais s'il y a des irrégularités dans l'audit, alors nous allons tirer les conséquences qu'il faut. Cette Kikouni, vous essuyez très souvent des critiques. Il y a de ceux qui pensent que vos candidatures au sommet de l'État sont fantaisistes, d'autant plus que vous cherchez à faire du buzz, à
Vous voulez que le média parle de vous en jetant le 100 000 $ de caution présidentielle à la CENI. Et avec toutes ces observations, je suis même tenté de vous demander si vous pesez combien en politique et si vous avez réellement un ancrage. Bon, déjà, il y a plusieurs façons de se faire connaître. Je crois que si vous avez un peu d'argent, vous n'avez même pas besoin de 100 000. Je crois qu'avec 10 000 $ déjà, vous pouvez vous faire chanter par les meilleurs musiciens de ce pays et vous serez connu. Vous pouvez utiliser cet argent-là auprès des artistes et comédiens qui vont citer votre nom à gauche à droite, vous serez connu. La politique, ce n'est pas un jeu pour des gens comme nous. Parce que je suis à la base un entrepreneur, mais aussi un ancien enseignant en sciences politiques et relations internationales. Si nous avons décidé de nous engager sur cette voie, si nous avons décidé de nous sacrifier, c'est parce que nous avons un projet, une vision pour transformer ce pays. Et depuis 2018, depuis que nous nous sommes lancés dans la scène politique, nous avons contribué énormément en termes d'idées. Nous avons inspiré plusieurs jeunes. Nous avons constitué une base solide de personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui croient en nous. Donc voilà, candidature fantaisiste, je pense que c'est une insulte aux centaines de milliers de jeunes Congolais qui croient en nous, qui font partie de notre parti politique et puis qui nous plébiscitent tous les jours pour que nous puissions être le candidat, mieux leur candidat, les candidats qui fera entrer définitivement la République démocratique du Congo dans le 21e siècle, parce que nous sommes dans le 21e siècle et malheureusement nous vivons comme si nous étions encore au 19e siècle. Vous avez dit que vous êtes enseignant en sciences politiques, mais là je constate que vous avez franchi carrément des étapes, vous avez brûlé les étapes. Alors au nom de la réelle politique, pourquoi ne pas revoir vos ambitions à la baisse? C'est pas une moquerie. Je vois par exemple postuler à la députation nationale ou devenir sénateur, voire gouverneur de province. Non mais écoutez, il ne faut pas considérer la politique comme l'administration publique. La politique, ce n'est pas l'administration publique. Moi, je suis déjà entrepreneur, j'ai plusieurs employés, j'ai créé de la richesse, je suis contribuable dans ce pays. Je fais déjà beaucoup. Je vous ai aussi dit que j'étais enseignant. Donc voilà. Et je ne me vois pas déposer la candidature pour devenir député parce que là où je suis déjà, j'ai contribué énormément à la marche du pays. Donc, pour devenir président, la Constitution ne dit pas qu'il faut passer par telle ou telle autre étape. Tout ce que la Constitution nous dit, c'est qu'il faut démontrer que vous disposez d'un diplôme des études supérieures et ensuite prouver que vous disposez d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans. J'ai réuni ces deux critères. J'avais déposé ma candidature, elle a été acceptée. Ensuite, il fallait démontrer aux plus de 110 millions de Congolais que nous avions des idées capables de transformer ce pays. J'ai été accepté. Aujourd'hui, si je suis beaucoup suivi, si je suis beaucoup apprécié, c'est grâce à ces idées-là. Je pense que il n'est pas question de brûler des étapes. Il est tout simplement question de présenter devant la population congolaise un projet qui non seulement leur fera rêver, mais aussi un projet réaliste qui fera sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve. Revenons un peu sur votre parti Piste pour l'émergence. Quelle est la vision, soit le projet de société de votre parti, la spécificité de ce projet de refonte du système politique congolais comparativement à d'autres projets que les Congolais ont largement consommés? Bon, déjà, nous sommes un parti fondé sur l'humanisme libéral. Humanisme, pour nous, veut tout simplement dire que nous considérons l'humanité comme quelque chose de sacré. Voilà. Et libéral, pour nous, veut tout simplement dire l'humanité, pour nous, c'est l'individu. L'individu est sacré. Nous accordons beaucoup d'importance à l'individu. Pourquoi? Parce que, comprenez que depuis que nous sommes État, depuis 1960, tous les partis qui se sont succédés au sommet de l'État se sont réclamés du socialisme. Ce sont des partis
qui ont tenu des discours alors tout simplement dans le sens de considérer la population comme le peuple, comme des moutons, des personnes qui n'existent pas dans la réalité. Nous voulons valoriser l'individu. Si je vous pose la question aujourd'hui, c'est une question simple. Un exemple, que ça fait 25 ans que la République démocratique du Congo est en guerre contre les ennemis comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et puisque nous sommes en guerre, nous avons plusieurs militaires qui se battent pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des militaires. Nous avons aussi perdu des millions de nos compatriotes. Est-ce qu'en tant que journaliste, parce que vous êtes le mieux placé pour le faire, serez-vous en mesure, par exemple, de me citer ne fût-ce que 15 militaires qui sont tombés pour ce pays? Vous ne serez pas en mesure de le faire. Cela veut dire que l'individu n'existe pas. Et Pistes pour l'émergence se concentre sur l'individu. Nous voulons donner de la valeur à l'individu. Nous voulons valoriser l'individu. Nous voulons insister sur l'initiative privée. Nous voulons construire, ça c'est notre deuxième pilier, nous voulons travailler sur l'amélioration des conditions matérielles de chaque Congolais. Parce que nous considérons le monde comme quelque chose de matériel. Vous ne pouvez pas changer la mentalité des personnes qui ont faim. Vous ne pouvez pas changer la mentalité des personnes qui vivent dans des conditions de précarité. Nous travaillons pour cela. Pistes pour l'émergence vient avec cette innovation. Nous avons dit, voilà, nous serons le plus pragmatique possible. Pourquoi? Pour créer un environnement qui permet aux Congolais de bien grandir, qui permet aux Congolais de s'enrichir, de travailler et d'être conscients que voilà, la République démocratique du Congo a vocation d'être une puissance régionale, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Donc, nous voulons instaurer ce que nous appelons le 3 cultes pour développer le pays. Le culte de l'éducation, le culte de travail et le culte de l'épargne. Et pour cela, nous allons tout faire pour que les Congolais puissent avoir des logements décents. C'est important pour que les Congolais puissent avoir cette éducation-là décente, de base, qui lui prépare à être ces citoyens qui répondent aux exigences de développement. Nous voulons aussi travailler dans le sens de promouvoir la santé pour tous. Cela veut dire que nous voulons des citoyens quand même qui sont en bonne santé et qui vont travailler pour le pays. C'est un peu la même rengaine constatée dans le chef de chaque acteur politique. La lutte contre la faim, création d'emplois, la santé, le social, etc. Alors, que comptez-vous innover comparativement au régime actuel, au régime de Félix Tshisekedi? Bon, le régime actuel a beaucoup de limites, on doit l'avouer, parce que déjà, je vous ai dit que nous considérons le monde comme quelque chose de matériel. Cela veut dire que nous allons commencer avec l'amélioration des conditions matérielles, c'est-à-dire les infrastructures de base. Nous avons besoin des infrastructures. La question des infrastructures va résoudre beaucoup de problèmes que nous avons dans ces pays. Nous voulons faire des routes. Pourquoi? Parce que les politiciens peuvent bien vous mentir, mais vous ne pouvez pas développer un pays si vous ne développez pas ces infrastructures. Donc nous avons besoin des routes, nous avons besoin de l'énergie. Pour permettre aux Congolais qui sont dans le chômage aujourd'hui de se déplacer, de créer leur petit business et de contribuer à la caisse de l'État, c'est important. En dehors de cela, comme j'ai tenté de le dire tantôt, la question de l'emploi, parce que le plus grand ennemi aujourd'hui, c'est le chômage. La question de l'emploi, c'est quand même une question importante. Si nous créons les infrastructures, nous allons automatiquement redynamiser l'économie. Aujourd'hui, tout le monde regarde l'État avec un esprit paternaliste pour que l'État puisse intervenir dans sa situation. Mais l'État est absent. L'État n'arrive pas à ouvrir des espaces qui peuvent permettre à tous ces citoyens-là de se mouvoir ou encore de devenir autonomes. Alors cette autonomie-là ne peut être créée que lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration des conditions matérielles de chaque citoyen. Nous allons commencer par là parce que pour nous, lorsque vous résolvez un problème aussi important comme les infrastructures, automatiquement, vous allez résoudre d'autres problèmes qui sont liés au problème de l'infrastructure. Il y a un autre problème aujourd'hui qui se pose avec Acuité. On dit que nous sommes divisés.
Mais comment ne serons-nous pas divisés dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure? On ne se connaît pas. Pour que quelqu'un qui est dans les Sankourou puisse rencontrer quelqu'un qui est dans le Haut-Katanga, il doit prendre un avion. Nous sommes 110 millions. Combien de personnes prennent l'avion? On ne se connaît pas. Du coup, nous connaissons tous ces problèmes liés au tribalisme, à la division. Donc, si nous commençons avec le problème des infrastructures, je pense que nous allons résoudre une grande partie du problème. C'est après avoir résolu ce problème-là que nous allons demander un deuxième mandat pour dire que voilà, après les routes et l'énergie, nous voulons maintenant faire ceci, faire cela. C'est comme ça que nous allons évoluer. Mais notre touche, notre particularité, c'est le fait que nous valorisons l'individu dans toutes ses dimensions. Pour nous, il ne s'agit pas du peuple d'abord, parce que le peuple, c'est un concept vague. Il s'agit de Christian Moses, il s'agit de Seth Kikuni, il s'agit de Nathanaël Onokomba, il s'agit de chaque Congolais dans sa particularité. Voilà. Alors Seth Kikuni, vous avez dit qu'il y a des failles que vous avez constatées dans la gestion du pays actuellement. Alors, quel regard portez-vous sur les différents projets apportés par Félix Tshisekedi? Je cite notamment celui de le programme de développement des 145 territoires. Il y a le Premier ministre qui avait annoncé que bientôt là, il y aura au moins 400 ouvrages qui seront livrés dans différentes provinces. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les réajustements des salaires de fonctionnaires de l'État, un peu de tout ça. Et vous pouvez quand même l'encourager par rapport à ce qu'il a pu faire dans son quinquennat, au cours de son quinquennat. Vous savez... Vous lui jetez des fleurs, vais-je dire. Vous parlez des failles, mais il n'y a pas de failles. Félix Tshisekedi n'a rien commencé. Félix Tshisekedi n'a presque rien fait. Parce que commençons avec sa prestation de serment. Vous savez, cette question du bilan de Félix Tshisekedi ne peut être abordée que lorsque nous sortons d'abord du cadre légal qu'il a institué président de la République. Félix Tshisekedi, lorsqu'il prête serment en 2019, c'est constitutionnel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, élu président de la République, je jure devant Dieu et la nation que je vais observer la Constitution et les lois de la République. Qu'est-ce qu'il dit en deuxième lieu? Il dit qu'il va protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté. Déjà, on sait tous que Félix Tshisekedi a violé la Constitution de plusieurs manières. Deuxième chose... En quoi faisant? La Cour constitutionnelle, la rupture de la coalition FCC-CACH, comment est-ce qu'il a fait basculer les députés d'une plateforme, enfin, d'une famille politique à une autre, sans parler... La guerre, il a trouvé la guerre. Non, mais il a trouvé la guerre, mais le territoire n'était pas occupé. Le territoire congolais n'était pas occupé. Aujourd'hui, déjà, la question de l'intégrité territoriale se pose. Juste pour ça, Félix Tshisekedi ne devrait pas se représenter. Mais il déploie ses énergies ça et là. Il a même demandé récemment, vous avez suivi, que les forces de la SADC vont venir aussi tenter... leur expérience pour voir comment endiguer cette insécurité. Heureusement que vous avez utilisé le terme « tenter leur expérience ». Ça confirme tout simplement que toute la population congolaise est d'accord que en 5 ans, Félix Tshisekedi n'a fait que tâtonner. Mais malheureusement... Je parle de tenter parce que les forces de la SADC qui sont là n'ont pas donné des résultats escomptés. Peu importe, il s'agit... Il y aura une suite favorable avec la venue des forces de la SADC. Mais les gens qui sont morts depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir ne vont pas revenir à la vie. Comprenez que nous avons perdu plusieurs de nos compatriotes à cause de tout cet tâtonnement. C'est pour cette raison que le Constituant avait prévu de donner 5 ans à chaque président de la République, de sorte que si la personne, si la population, si le peuple estime que cette personne n'a pas été en mesure, n'a pas été capable de délivrer ou encore de faire ce qu'il avait promis, il sera remplacé par une autre personne. Donc, avec Félix Tshisekedi, il ne s'agit pas de faille. Ça veut dire que c'est un échec dans l'essence même de la chose. Félix Tshisekedi est un échec, voilà. Le mandat en soi est un échec. Voilà tout ce que je peux dire.
c'est ce que nous pouvons considérer comme discours venant de l'opposition, parce que vous ne voyez pas les côtés positifs du pouvoir, vous ne voyez que le faiblesse. Là, je vous ai cité aussi quelques avancées aussi significatives dans différents projets apportés par Félix Tshisekedi. Mais quelle avancée qui a abouti? Citez-moi une avancée qui a abouti. Je ne parle pas ici des initiatives, que voilà, je ferai ceci, je ferai cela. Nous avons un président qui a touché à beaucoup de choses sans aboutir à des résultats concrets. Vous savez, construire ou commencer à construire sans terminer, c'est détruire. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de nous présenter comme bilan? Je vais vous citer quelques points. J'ai vu qu'il y a l'aéroport de Lubumbashi. J'essaie d'être de bonne foi. L'aéroport de Lubumbashi a été construit. C'est la partie VIP qui a été construite ou rénovée. Pas construit, rénovée. Quand on construit ou on rénove un espace VIP d'un aéroport, est-ce qu'on le fait pour les citoyens normaux comme vous et moi, ou on le fait pour les membres de la famille de Tshisekedi et les ministres? Je ne peux pas considérer cela comme un accomplissement, parce qu'il essaye seulement d'augmenter son confort en tant que président de la République. Nous voyons que les Turcs sont en train de construire, c'est préfinancé bien sûr par les Turcs, des tours jumelles, les centres financiers. Voilà, il y aura 2 tours, le ministère de Finances, le ministère de Budget et pour un hôtel 5 étoiles. À qui ça va profiter ces 2 tours? Si au ministre, l'hôtel 5 étoiles va encore profiter au président de la République, à sa famille et à la famille. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai qu'elle est chancelante, mais au moins pendant les 5 années de Félix Tshisekedi, il y a plusieurs parents qui ont eu un ouf de soulagement. L'enthousiasme y était. Ce n'est pas un ouf de soulagement parce qu'aujourd'hui, toutes ces familles sont malheureuses parce qu'on leur a donné espoir. Félix Tshisekedi leur a donné espoir, mais malheureusement, cet espoir-là a été immédiatement étouffé lorsque ils ont découvert l'impossibilité ou encore l'infaisabilité de ce projet-là. Malheureusement, aujourd'hui, moi, j'essaie de me mettre à la place de ces enfants-là qui rêvaient aller à l'école, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas y aller parce que, voilà, les infrastructures n'étaient pas au rendez-vous. Parce que quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas simplement d'envoyer 100 élèves dans une salle de classe pendant que le standard international exige à ce qu'il y ait 25 élèves dans une salle de classe pour que l'éducation l'instruction soit de qualité. Les infrastructures n'étaient pas au rendez-vous. 3e chose, je vais finir avec les salaires, parce que vous en avez parlé, c'est important. Aujourd'hui, prenons les cas des fonctionnaires de l'État. Leur salaire a été revu. Le salaire a été revu, c'est vrai. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le barème salarial du huissier au secrétaire général, les grades les plus élevés, combien est-ce qu'un secrétaire général gagne officiellement? C'est 380 000 francs. Mais regardez aujourd'hui la dégradation du pouvoir d'achat, la dépréciation du franc congolais. Cela veut dire que, je peux donner un exemple simple, pensez à un secrétaire général qui a une femme qui a 3 enfants, c'est-à-dire qu'ils sont 5 à la maison. Cette personne-là a besoin de 5 000 francs chaque matin, chaque midi et chaque soir pour nourrir sa famille, un total de 15 000 francs. S'ils décident de ne manger que le pain sec avec le thé, ils ont besoin de 5 000 francs. Lorsque vous multipliez 5 000 fois 3, vous avez 15 000 francs. 15 000 multiplié par 30, ça fait 450 000 francs. Mais la personne a un salaire de 380 000 francs. Dans ces 450 000 francs-là, qu'il doit utiliser pour manger, seulement le pain sec, je n'ai pas mis le loyer, je n'ai pas mis le transport, je n'ai pas mis les frais académiques, je n'ai pas mis l'électricité, je n'ai pas mis la facture de la régie des eaux, je n'ai rien mis dedans. Donc, lorsque vous dites que voilà, les salaires ont été augmentés, c'est quand même une insulte pour ces fonctionnaires. Vous parlez de l'inflation, mais cette inflation n'est pas un apanage de la République démocratique du Congo. L'on constate même la perte de pouvoir
d'achat en France, où il y a également la flambée des prix de première nécessité. Pourquoi vous cherchez toujours à vous agripper sur... Mais je l'ai dit au début de cette émission que la République démocratique du Congo est un pays doté de ressources extraordinaires. Alors nous avons besoin d'un leadership extraordinaire pour devenir un pays développé au milieu de tous ces pays pauvres qui nous entourent. Donc dire que voilà, la crise, elle est générale, elle est mondiale, ça c'est une excuse qui n'a pas sa raison d'être. Mais est-ce que Félix Tshisekedi a démissionné parce qu'il a constaté que la crise était internationale? Il ne l'a pas fait. Et puis, nous voyons tous comment est-ce que la vie des gens qui nous gèrent change tous les jours. Malgré la crise, les députés ont continué à percevoir 21 000 $ de salaire. Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, ils ont continué à percevoir plus de 300 000 $ de salaire. Les ministres n'ont pas de retard de salaire. Le président de la République lui-même continue à participer à toutes les fêtes, tous les mariages, tous ces voyages. Comment croire que nous sommes dans un pays en crise pendant que nous voyons toute cette opulence qui prend la forme d'une insulte à toute la nation? Merci Seth Kikouni, on va marquer une petite pause. Je rappelle à nos auditeurs notre numéro de contact. Envoyez vos questions sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Seth Kikouni, il est président national de Piste pour l'émergence, un parti de l'opposition. Il est le seul aujourd'hui parce que c'est une tranche spéciale. Il est candidat déclaré à la présidentielle de décembre prochain. Avec lui, nous débattons justement des questions sur la situation socio-économique de la RDC, les processus électoraux, mais également la situation sécuritaire. On va maintenant passer à la lecture de vos messages que vous avez. Voilà. On commence par le message de cet auditeur qui dit « Bonjour. Bonjour ma radio, demande à ton invité de nous dire son programme comme candidat président de la République. Est-ce qu'il est connu dans toute l'étendue du territoire national et il sera à mesure d'emporter les élections? Message des Nourbinano. Je crois que vous avez déjà répondu à ces questions. Autre message. Bonjour RTGA, ma question est de savoir comment c'est possible que depuis les élections passées, M. Kikouni est devenu invisible maintenant. Il vient d'apparaître à quelques mois des élections. Où était-il passé depuis tous ces temps? Merci, c'est Zembla Matiaba depuis Delvaux. Vous pouvez rapidement répondre à cet auditeur? Où est-ce que vous étiez depuis tous ces temps? Vous étiez invisible? Mais non, j'étais présent parce que, bon, il faut comprendre que la visibilité ne se limite pas aux réseaux sociaux. Nous avons travaillé, surtout sur le terrain. Déjà la fois passée, nous étions dans la ville de Mbandaka et nous sommes concentrés à l'installation de nos bases, des gens, des structures qui nous accompagnent dans presque toute la République et ce sont eux qui font le travail de terrain. Donc nous sommes présents, nous étions présents, nous allons continuer à être présents. Et à l'approche des élections, c'est tout à fait normal que vous puissiez nous voir encore une fois de plus dans les médias. Voilà. Autre message, bonjour ma radio, c'est M. Blaise depuis la ville de Matadi. Dit à M. Seth qu'il jouait, qu'il a roulé ou joué pour Kabila. Et tout ce qu'il réclame maintenant en 2018, il était où? Il veut contrôler la CENI, il n'a qu'à préparer les témoins électoraux. On poursuit la lecture de messages. Bonsoir, mon émission, moi c'est Ruben Goma, je voulais tout simplement dire à M. Kikouni qu'il cesse de tromper les Congolais, il ne fait pas le poids même, sans lui les élections auront lieu et le ciel ne nous tombera pas dessus. Voilà, message non signé. Autre message, salut ma radio et salut à M. Kikouni, j'ai un projet qui a besoin de financement, ne peut-il pas m'aider? Est-ce que cet auditeur a peut-être entendu que vous financez le projet ou les startups de jeunes? Je ne sais pas. Bonjour, ce qui se passe,
il y aura un deuxième audit. Les super internationales, les experts, voulait-il dire, ont déjà audité les fichiers. Un message un peu compliqué. De papa Matondo depuis mon gaffe là. Qu'en est-il Il disait qu'en est-il, il voulait dire qu'en est-il de l'accord UNC et l'UDPS pour que l'UNC puisse encore choisir M. Tshisekedi. Ce n'est pas notre sujet du jour. Autre message. Bonjour Christian, c'est Papa Ferdinand. Quelques questions à Seth Kikouni. Peut-il confirmer s'il y aura audit du fichier, s'il n'y aura pas de contestation? Que signifie indépendance de la CENI? Est-il sûr de récolter plus de 200 voix? Moins en hommes avisés, expert en analyse prospective, je vous dis que Félix vous battra tous à plate couture et bonne chance quand même. Autre message. Monsieur Kikouni parle bien, cependant la question est celle de savoir s'il devient président de la République, il fera tout ce qu'il est en train de dire, ne va-t-il pas s'éplonger dans la folie du pouvoir? Message de grâce depuis quelque part. Comment vous répondez à cet auditeur? Non, déjà, il faut comprendre que Seth Kikouni incarne vraiment ces Congolais venus de nulle part, qui se bat, qui a travaillé dur pour contourner le système et pour s'asseoir au sommet. Cela veut dire que qui se bat désormais au sommet. Il a une figure qui inspire beaucoup de jeunes. Parce que comprenez que je viens d'une famille modeste, mon père était fonctionnaire de l'État, on a parlé de fonctionnaires ici, ma mère est fonctionnaire de l'État. Donc je ne suis pas l'enfant d'eux. Je me suis battu seul, je ne suis pas passé par un parti politique, je n'ai été propulsé par personne et je suis là où je suis. Et je comprends mieux le problème de tous les jeunes Congolais, de tous les citoyens congolais pour avoir vécu ces problèmes-là. Donc je suis la personne la mieux placée pour répondre aux aspirations de toutes ces personnes qui ne sont pas fiers d'être Congolais, qui pensent qu'ils vivent au mauvais endroit et qui ont tout simplement arrêté de rêver parce que les politiciens congolais ne leur ont jamais donné ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Vous êtes à l'opposition, vous critiquez le pouvoir comme toujours, mais Félix Tshisekedi l'a même dit, avant qu'il accède à la présidence, il avait un autre regard, une autre perception de la gestion de l'État, mais une fausse affaire. Il en a vu autrement aussi. Et donc c'est un peu la question de l'auditeur. Non, mais c'est parce que, écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Félix Tshisekedi est un président par accident. Félix Tshisekedi n'a même pas gagné les élections pour être président. Écoutez, mais laissez-moi, monsieur Christian. Il y a eu un verdict des urnes. Monsieur Christian. Et puis il a été proclamé président par la Cour constitutionnelle. Monsieur Christian, Félix Tshisekedi n'a même pas gagné l'élection pour être président de l'UDPS après la mort de son père. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu imposition, il y a eu usurpation, il est devenu président de l'UDPS. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, les langues se délient. Vous voyez les dernières sorties médiatiques de l'ancien président de la CENI qui essaye de nous dire tout clairement que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est les discours de l'opposition partout ailleurs. Lorsqu'on perd les élections. Non, ce n'est pas... Écoutez, c'est ce que le manque de transparence crée comme problème. Parce que lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, après toute cette humiliation, toutes ces insultes, toutes ces revendications des politiciens comme Martin Fayoulou, il avait la possibilité de faire publier les résultats qu'il a trouvés à la CENI bureau de vote par bureau de vote, juste pour lever ces équivoques-là. Est-ce qu'il a fait? On va rapidement épuiser quelques messages parce qu'il y en a plein qui affluent notre standard. Il y a cet auditeur qui dit « Bonjour RTGA, fuite en avant pour Kikouni, qu'il cite ne fût-ce qu'une disposition de la loi qui oblige l'audit du fichier des élections, qu'il pleuve ou qu'il neige, Fati va rempiler. » Un message de Georges. Il n'y a pas une disposition légale qui exige l'audit du fichier électoral. Mais c'est lui qui est sûr qu'il va gagner, c'est lui qui n'a pas peur. Il n'a pas peur non plus de la transparence.
Parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Je l'ai dit tout à l'heure que l'Union sacrée a déjà présenté plus de 25 000 candidats. Cela veut dire que pour chaque siège, l'Union sacrée a à peu près 59 candidats. Et nous n'avons que 500 candidats. Pourquoi ils ont peur de l'audit? Alors on va peut-être terminer l'émission avec cette question de l'auditeur qui dit bonsoir RTGA. M. Kikouni, pourquoi vous ne condamnez pas l'adhésion de la RDC à l'EAC? Ensuite, comment appréciez-vous le tas des sièges qui laisse le M23 et l'EAC s'accaparer de nos territoires? Et aussi, je vais adjoindre à cette question de l'auditeur celle-ci. Vous avez suivi les travaux sur l'évaluation de l'état des sièges qui se sont déroulés dernièrement ici à Kinshasa, et le participant à ces assises n'ont juré que par la levée de l'état des sièges. Et maintenant, s'il enlève l'état des sièges, et quelle est cette alternative que vous proposeriez pour qu'on mette fin à cette insécurité qui gangrène les pays? Déjà, malheureusement, vous posez cette question à la fin. Vous savez, la question liée à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est quand même une affaire importante. J'aurais voulu avoir toute une émission pour parler là-dessus. Parce que je sais que nos compatriotes de l'Est nous suivent. Ils ont besoin de l'espoir, ils ont besoin de solutions. Malheureusement, ce pouvoir, ce régime, n'a pas été en mesure de répondre, de résoudre ce problème. Moi, je me rappelle, lorsque Félix Tshisekedi fait son premier déplacement à Goma, il a été interviewé par vos confrères journalistes. On lui a posé la question sur la guerre dans l'Est. Il avait donné une réponse il y a 4 ans. Après cette réponse-là, moi, j'avais dit à tout le monde que Félix Tshisekedi ne fera rien. C'était quoi la réponse? Il avait dit, notamment à Christian Lusakoueno et à Marlène Bouya de la RTNC, que ça c'est Félix Tshisekedi qui parle. J'étais choqué, j'avais la chair de poule. Il dit, j'ai comme l'impression que vous exigez beaucoup plus de moi que vous l'exigez, enfin vous êtes beaucoup plus exigeant envers moi par rapport à cette question de la guerre que vous l'étiez avec mon prédécesseur Joseph Kabila. Mais c'était grave comme déclaration venant d'un président de la République, parce que Joseph Kabila était parti parce qu'il avait atteint ses limites. On change de président parce qu'on a besoin d'un miracle, on a besoin du changement, on a besoin des solutions. Alors, lorsque tu réponds de la sorte et tu es dans cette zone-là où il y a la guerre, comment est-ce que vous donnez espoir à ces populations? Donc voilà, moi je pense que ces tâtonnements nous ont coûté cher, ça nous a mené à l'EAC. Je condamne toujours, on a condamné, on a même marché contre cette démarche de l'EAC. On a organisé des marches, nous avons dénoncé. Mais bon, Félix Tshisekedi, lui, il considère la politique étrangère comme, je ne sais pas moi, des petites conversations qu'on tient dans des cafés de Matongé à Bruxelles, malheureusement. Et le sang a continué à couler, le sang continue de couler. Et heureusement, nous sommes à 4 mois de son départ. Espérons que tout va changer en faveur de la République démocratique du Congo. Il a encore un mandat constitutionnel à négocier. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'est impossible pour lui de gagner. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que pour cette question sécuritaire, nous allons avoir une autre émission. Et nous ne sommes pas encore à la campagne électorale, mais on vous donnera quand même l'occasion de nous dérouler des fonds en comble le projet de société de votre parti Piste pour l'émergence. C'est important pour nous de parler en long et en large de cette question. C'est peut-être la question la plus importante pour nous en ces moments, parce que nous sommes en guerre et c'est notre responsabilité à nous, politiciens, de proposer des solutions pour mettre fin à cette guerre. L'émission est terminée. Cette émission a connu les concours techniques de Djibril Panzou, Patou Bonyoko, et à la régie FM, c'était bien entendu Berlin Tempo qui était sur les manettes. Christian Moses Massonga qui vous l'a présenté. Vous allez suivre cette émission déjà demain, mardi, à RTGA, sur RTGA World, à la télévision, et tout à l'heure à 22h30 en rediffusion. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.